Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue pour cette nouvelle conférence. Alors, désolé, on a 2 petites minutes de retard. C'est, les aléas du direct. Voilà, donc, petit briefing technique, n'hésitez pas à utiliser l'onglet «Discuter». Vous pouvez, vous verrez, vous avez, Véronique et Célia qui sont dans le chat. N'hésitez pas à nous dire si vous m'entendez bien. Pensez à bien basculer sur tout le monde au lieu de hôtes et panélistes pour que tout le monde puisse voir vos interactions. Et si vous avez des questions pour Jean-François, n'hésitez pas à utiliser l'onglet questions et réponses. Il essaiera d'y répondre en fin de conférence. Vous allez voir, c'est très punchy. Je te laisse la parole, Jean-François, Ouais. et bonne conférence. Ok, merci beaucoup. Eh bien, bonjour à tous. Merci de nous suivre sur cette seconde édition des Marketing Digital Day proposée par Cybercité et ses partenaires. Donc, c'est un event qui se tiendra sur 3 journées avec 21 conférences au programme et 26 conférenciers, on va dire. Aujourd'hui, c'est la journée qui est consacrée au SEO. On va parler de la création, de la refonte de sites. On a pu parler des Core Web Vitals. On a eu des conférences sur les fondamentaux et les stratégies SEO, sur le choix de CMS et bien entendu à suivre sur la convergence SEO-SEA. Demain, ça sera une journée qui sera consacrée exclusivement à la stratégie d'acquisition et après-demain, ce sera celle qui sera dédiée à la data, à l'analytique et au CRM. Voilà. Donc, durant ces 3 jours, en fait, c'est un concentré d'infos, de tips et de bonnes pratiques avec de nombreux learnings à appliquer sur votre projet. Alors, pour me présenter, donc, moi je suis Jean-François Vervac, je suis consultant SEO, lead SEO, donc ça fait maintenant depuis 2009 que je suis Cybercité, donc j'ai 13 ans on va dire d'ancienneté chez Cybercité. Et moi, je suis basé à l'agence de Nantes et je suis spécialisé plutôt sur les projets grands comptes et notamment e-commerce. Voilà un peu pour la petite présentation. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, rapidement, Cybercité, c'est une agence qui existe depuis 1999, si je ne me trompe pas, où on a 130 collaborateurs qui ont pour mission de satisfaire nos 750 clients sur les différents leviers d'acquisition d'audience. Alors, nos spécialités sont historiquement le search, donc notamment le SEO, dont on va parler aujourd'hui ensemble et qui est notre cœur de métier depuis plus de 20 ans, mais également le référencement payant, à savoir les stratégies SEA, médias et les services ads sur Google, Bing et Facebook et autres réseaux sociaux, plus la partie, on va dire, content et inbound marketing qui vient en complément de ces 2 premiers leviers, tout en s'assurant via notre pôle analytique d'avoir des données statistiques et de conversion fiables pour mesurer, on va dire, l'impact de nos actions. On développe également nos propres outils et solutions d'analyse et de contrôle de la data avec CyberTool et Data Garden, par exemple. Alors, je vous présente en fait quelques références clients. Donc voilà, c'est des grands comptes avec qui on a pu travailler ou sur lesquels on est amené à travailler ces mois-ci ou durant l'année. Pour en revenir donc au sujet de notre conférence, l'UX, l'UI et SEO, quelle synergie pour le e-commerce? Alors, ces derniers temps, on voit que la notion d'utilisateur revient souvent comme préoccupation, notamment chez Google, que ce soit à travers les évolutions de la Search Console, à travers les Core Web Vitals ou bien dans GA4 qui est vraiment focus, on va dire, sur ce métrique. Aujourd'hui, on va parler du lien qui existe entre la qualité de l'expérience utilisateur et l'impact éventuel que cela peut avoir sur le SEO, sur le référencement naturel. Autrement dit, quelles sont les performances que l'on peut attendre sur le référencement naturel par rapport à toutes ces actions qui tendent à améliorer l'expérience utilisateur sur un site. Je vais donc vous présenter des études de cas avec un gros focus notamment sur les stratégies e-commerce parce que c'est ma spécialité. Je sais aussi que les problématiques de conversion, de micro-conversion sont très importantes pour nos clients, pour nos prospects ou pour nos annonceurs. Alors, déjà, avant toute chose, quand on parle d'expérience utilisateur, de user experience, ou quand on utilise son acronyme UX, il est bon de savoir ce qui se cache derrière ces termes. Selon moi, dans le terme expérience, il y a un côté un petit peu émotionnel, un ressenti qu'il est important de prendre en compte. En effet, une expérience peut être bonne ou mauvaise, contraignante parfois, ou au contraire tellement remarquable qu'elle nous semble naturelle et intuitive. Donc pour savoir ce qui se cache derrière l'expression expérience utilisateur, revenons ensemble sur quelques bases, notamment pour ceux qui ne les ont pas forcément. Alors, déjà, il faut bien faire la distinction entre 2 choses. L'UI d'un côté, l'UX de l'autre. Les gens ont tendance à confondre un peu les deux, ce qui est normal. Quand on n'est pas spécialisé là-dedans, ce n'est pas forcément tout le temps évident. L'UI, c'est tout ce qui concerne les interfaces utilisateurs, à savoir le produit en lui-même. On pense à des interfaces intuitives, interactives et esthétiques. L'UX, c'est vraiment ce que l'on en fait, le produit plus son utilisation. L'UX a pour objectif de résoudre les problèmes que peuvent rencontrer les utilisateurs et de créer une expérience qui soit, si possible, la plus efficace. Alors, pour mieux comprendre ce que peut être l'UX appliqué à un site web, voici l'infographie de Magnus Revang, un architecte UX norvégien qui synthétise plutôt bien cette idée. Premièrement, la visibilité.
Le site doit être facile à trouver. On est déjà dans une considération de référencement naturel. Le SEO doit être pensé en amont. Ensuite, l'accessibilité. Il faut déjà désormais concevoir des sites supportés par les différentes technologies et le site doit être accessible sur les terminaux mobiles et tactiles. Troisième point, l'attractivité. Le design doit donner envie et confiance. Il faut donc être cohérent dans le choix des graphismes et penser ergonomie. La facilité, c'est le quatrième point. Le site doit être suffisamment intuitif pour qu'on s'y repère facilement. Il doit être utilisable et facile à prendre en main. La crédibilité. Le site doit être conforme à l'image de la marque. Les utilisateurs doivent être rassurés, convaincus. Le site doit montrer son autorité sur son domaine d'expertise et sur son activité. Pour cela, il faut qu'il soit crédible. Pour finir, le sixième point, l'efficacité. L'internaute doit facilement trouver les réponses à ses questions et le site doit être efficace et exempt d'erreurs. Dans ce processus, lui intervient plusieurs fois. Il s'agit effectivement de proposer une jolie enveloppe et donc de créer un design qui soit fonctionnel, qui inspire confiance et qui permette à l'utilisateur d'arriver à son but, qui est peut-être aussi le vôtre, trouver ce qu'il est venu chercher et concrétiser son action. Quand on fait du référencement naturel, toutes les terminologies que j'ai évoquées auparavant nous parlent tout de suite, car c'est des notions d'intention utilisateur. On va les retrouver à différents moments dans un processus ou dans une stratégie SEO. Alors, pour les plus néophytes, d'ailleurs, au sujet du SEO, Search Engine Optimization, ou classiquement référencement naturel, on va revenir également, on va dire, sur quelques bases. Alors, le SEO, c'est le fait de rendre un site visible dans les moteurs de recherche, notamment sur Google. Alors, Google, c'est à peu près 90% de part de marché en Europe, en Occident, voire un petit peu moins mais, dans le monde. Mais voilà, il y a une certaine hégémonie, un certain monopole. Pour le SEO, il y a 3 grandes briques que l'on va retrouver et qui vont nous permettre d'atteindre ce but. L'aspect technique, avoir une architecture optimisée et sans frein qui soit conforme aux guidelines de Google. Celle-ci doit mettre en valeur le contenu, elle doit maximiser leur impact. Effectivement, le contenu, c'est vraiment le cœur du SEO. Que ce soit des textes, des images, des photos, des vidéos, voire même de l'audio, tous ces contenus doivent correspondre en priorité aux intentions de recherche de vos utilisateurs, de vos prospects ou de vos cibles potentielles. Et pour finir, la troisième brique du SEO, celle qui vient un peu parachever la stratégie ou même la sublimer, c'est toutes ces actions off-page, notamment sur la popularité, sur l'autorité, sur la notoriété, avec des notions de branding, qui vont envoyer des signaux positifs de l'extérieur vers le site web, comme par exemple à travers des backlinks ou des liens externes. Tout cela, on va dire, ça se répartit entre une sorte de mix qui va être défini en fonction des concurrents existants, de ce que l'on va retrouver dans l'analyse des pages de résultats de recherche, des cibles et des objectifs définis pour votre site, et des KPI qu'on souhaite suivre, par exemple. L'objectif de ce mix SEO étant d'appliquer une stratégie qui va nous permettre d'acquérir un maximum de visibilité pour générer de l'audience qualitative et au final, obtenir des conversions, des leads et du chiffre d'affaires supplémentaire. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Dans les SEO, et notamment chez Google, la grosse évolution qui a pu être apportée ces dernières années, c'est celle de l'intelligence artificielle et du machine learning qui viennent comme une surcouche sur les 3 briques précédemment présentées. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, Google, à travers l'intelligence artificielle qui a été intégrée dans ses outils et algorithmes, souhaite détecter les réelles intentions des utilisateurs. Pour cela, il a besoin d'apprendre, de tester, de comprendre, de s'améliorer en continu pour vous fournir la réponse la plus précise, la plus pertinente et la plus adaptée à votre recherche. En effet, il y a différentes façons de rechercher. Chaque jour, il y a des milliers de requêtes nouvelles qui n'ont jamais été formulées et en fonction de la temporalité, de votre localité ou même parfois de l'actualité, une requête formulée n'a pas forcément le même sens et la réponse attendue par l'utilisateur n'est pas forcément la même. Donc petit à petit, Google analyse toutes ces requêtes qui lui sont formulées, il prend en compte le contexte, la géolocalisation, le moment, mais aussi la quantité de requêtes similaires. En gros, il va emmagasiner un ensemble de signaux qui seront ensuite traités, comparés et interprétés par ces machines pour qu'elles puissent apprendre les différents comportements des internautes et par la suite facilement les détecter. Alors, les signaux de Google que Google est en mesure d'exploiter via RankBrain pour déterminer les intentions des utilisateurs sont nombreux et variés. Par exemple, la notion d'espace et de temps que l'on a déjà évoqué précédemment. Mais il y a aussi le pogo sticking qui est représenté sur cette slide et qui est le fait d'effectuer une recherche sur Google, d'aller sur un site, puis de revenir sur la page de résultats de Google, puis de retourner sur un autre site éventuellement. Ces allers et retours entre un résultat et un autre peuvent donner à Google des indications sur une éventuelle satisfaction des résultats proposés. Alors, pour les éditeurs de suite, on va tout de suite penser au taux de rebond. Mais du côté de Google, on va appeler ça le dwell time. Entre 2 recherches, il se passe un certain temps. C'est un temps qu'on va appeler le temps d'errance, le dwell time. Et ce temps d'errance
Pour un même utilisateur, Google va être capable de le mesurer, voire même de l'interpréter. Ensuite, il y a la fréquence et le volume de recherche effectué, la proximité sémantique des recherches. Si vous faites une recherche, puis deux, puis trois, tout en étant plus précis et en utilisant des mots communs, l'algo va pouvoir interpréter votre recherche dans son ensemble, du début jusqu'à la fin, avec les différentes formulations et signaux complémentaires pour tenter de mieux la comprendre et pour qu'une prochaine fois, il puisse répondre directement et plus précisément à une requête qui pourrait être similaire. Alors, depuis toujours, on se conforme à ce que nous dit Google. En référencement naturel, on a toujours eu cette stratégie de produire des contenus, de fournir du contenu pour se positionner dans les moteurs. Mais depuis les récentes évolutions de ces algorithmes, il y a un véritable changement, on va dire un switch, car avant on écrivait principalement pour les moteurs avec des règles bien précises, mais depuis quelques années, si on veut que cela fonctionne, on se doit d'écrire du contenu utile et pertinent pour les utilisateurs. Alors, maintenant qu'on a évoqué tout ça, comment on doit penser une stratégie SEO? Alors, finalement, dans l'idée, cela reste assez simple. Il faut, dès le départ, prendre en compte les intentions des internautes, c'est-à-dire identifier correctement vos cibles, tenter de mieux les comprendre, connaître leurs besoins et anticiper éventuellement leurs problématiques, mais aussi peut-être avoir une connaissance détaillée de vos produits et de vos services, de leur utilisation par ces mêmes internautes, connaître les produits de vos concurrents, les forces et les faiblesses des vôtres. Et ensuite, toutes ces connaissances devront être traduites et analysées en termes de données. Alors, avec l'utilisation de ces données, on va pouvoir les utiliser dans nos outils, par exemple, pour déterminer quels sont les mots-clés et les expressions correspondant à ces intentions. On va prendre en compte les synonymes, les antonymes, les volumes de recherche moyens, les différentes recherches associées ou similaires. On va aussi classifier les requêtes selon différents types. Les requêtes de type information, les requêtes liées à la navigation, les requêtes transactionnelles, décisionnelles, voire même conversationnelles. D'ailleurs, je vous conseille la conférence de mon collègue Thomas Bévan, expert SEO senior, sur la data SEO et sur la stratégie de mots-clés qui aura lieu demain, normalement, de 13h45 à 14h30. Voilà, ça ira un peu approfondir le sujet que je viens d'aborder. Eh bien, une fois qu'on a effectué cette analyse des intentions de recherche, qu'on a compris de quelle manière vos cibles prospectent pour trouver votre marque, vos services ou vos produits, eh bien, toute cette data, qui peut représenter parfois des milliers, voire des millions de mots-clés et des masses d'informations, on va même parler parfois de big data, eh bien, on va la traiter et la mettre en parallèle avec les réponses que nous fournit Google. Alors, quand vous tapez un mot-clé dans Google, celui-ci va vous proposer une réponse, un affichage de résultats. Donc finalement, eux-mêmes nous fournissent déjà pas mal d'informations supplémentaires qui viennent de leur propre traitement algorithmique des intentions de recherche et de leur analyse via le machine learning. Il suffit donc d'analyser leurs réponses, de faire ce qu'on appelle nous du reverse engineering. On va inverser l'analyse de la stratégie, c'est-à-dire on va faire une analyse en partant du résultat obtenu et remonter jusqu'à la requête, faire le chemin inverse pour comprendre ce qu'attendent Google ou les outils comme données, comme information sur telle ou telle requête. L'idée étant ensuite de fournir aux internautes et à Google les pages les plus utiles, les plus performantes, ainsi que les contenus les plus pertinents et les plus qualitatifs. Bien sûr, tout en respectant les formats attendus. C'est ce qu'on appelle chez Cybercité la SERPologie, l'analyse des pages de résultats de recherche, à savoir la SERP, Search Engine Result Page. Alors, je vais essayer de schématiser un peu ce qu'on va retrouver dans les intentions de recherche, ce que veulent vraiment les internautes au final. En fait, il y a plein de choses. Il y a une multitude d'intentions derrière une requête. Par exemple, quand un internaute va taper une requête générique dans Google, comme lave-vaisselle, qui reste une requête à la fois spécifique, mais aussi très vague, cela peut signifier plusieurs choses, comme une démarche d'achat pur. Il peut y avoir aussi une notion de comparaison, avec une recherche de caractéristiques, mais aussi des avis, éventuellement avec un sous-objectif, par exemple, de trouver le meilleur rapport qualité-prix. J'en profite aussi pour vous faire remarquer l'intérêt d'effectuer des stratégies convergentes SEO, SEA Shopping pour maximiser votre visibilité dans la page. Vous allez aussi avoir des notions d'information. L'internaute veut peut-être savoir quelle est la meilleure marque, quelle est la marque la plus fiable, par exemple. Ou alors, trouver un revendeur ou un réparateur à proximité de chez lui, car finalement, il sera localisé à son domicile. Il peut également avoir des éléments qui seront un petit peu plus do-it-yourself, des trucs, des astuces pour améliorer ou réparer soi-même son appareil. Aussi, il peut y avoir des éléments de mise en valeur d'un certain nombre de marques pour lesquelles l'internaute sera peut-être plus sensible. Et pour finir, des suggestions complémentaires pour que l'internaute puisse affiner ses recherches. En fait, il faut comprendre que Google essaye de démêler toutes ces intentions afin de nous fournir la réponse la plus adaptée, en adéquation avec ce que vous voulez. Donc finalement, on constate que la page de résultats de recherche nous donne un ensemble d'indications qu'on peut exploiter dans nos stratégies. Alors, comment on va fonctionner pour analyser tout ça?
on va considérer que les différents éléments présentés par Google vont avoir une sorte de récurrence, une fréquence d'affichage. De même, il y a une priorité d'affichage de ces différents éléments selon le type de requête ou le secteur d'activité que l'on va cibler, selon le support mobile, desktop ou bien selon la localité. On sait également que l'internaute n'a pas une lecture linéaire de la page, que son regard va potentiellement se déplacer un peu comme une boule de flipper dans la page, notamment sur les éléments les plus visuellement impactants. Donc tout ça, on va l'analyser à travers nos outils. Ces données d'analyse des pages de résultats, on va les traiter à la fois de façon macro et micro. On va se servir par exemple de notre outil CyberTool ou Data Garden, qui est une exclusivité de Cybercité. C'est un outil qui est disponible uniquement pour nos clients ou pour nos collaborateurs. Celui-ci va nous permettre, par exemple, d'étudier quels sont les sites les plus visibles sur un périmètre sémantique. On va analyser 30, 50, 100, 300 mots-clés catégorisés sur une thématique. Cela va nous permettre d'identifier quels sont les acteurs les mieux représentés, de savoir quel type de résultats sont affichés sur ces thématiques, quel type d'intention Google satisfait-il au sein de sa page de résultats, quels types de contenus sont mis en valeur et quels sont ceux à prioriser pour mes mots-clés. Au sein de la page de résultats, on va analyser la présence d'images, de vidéos, de news, de maps et bien éventuellement, s'il y en a, des résultats Google Flight, Google Hotel ou voire même Google Job dans certains cas. On va aussi analyser s'il y a des rich snippets, des featured snippets, des positions zéro, des people also ask. L'idée derrière tout ça étant de détecter la part de visibilité obtenue par un type de contenu, mais aussi par les différents acteurs présents sur la page de résultats de Google. Ensuite, tout cela, on va les scorer. On va appliquer des points en fonction de critères et cela va nous permettre de cartographier très précisément les acteurs dominants, les pages et obtenir des informations sur le type de contenu qu'il faut mettre en valeur. D'où l'intérêt d'extraire un maximum de data pour pouvoir ensuite la traiter de façon la plus adéquate possible. Alors, pour en revenir à notre sujet qui est purement UX, on entend parler depuis plusieurs années de SXO, c'est-à-dire un mélange entre SEO et UX. Le référencement naturel d'un côté, l'expérience utilisateur d'un autre, on fusionne tout ça et on invente finalement un nouveau concept, le SXO. Alors, finalement, moi, la question que je souhaite poser à travers cette conférence, c'est est-ce que finalement le SXO, c'est pas un peu bullshit ? Dans le sens où c'est un terme un peu marketeux qui a été en vogue durant quelques temps. Certains collègues référenceurs, pour ne pas les nommer, prédisaient même la fin du SEO au profit du SXO. Moi, ce que je vous propose, c'est d'essayer de déterminer ensemble quels sont les éléments qui sont conjoints aux deux, à l'expérience utilisateur, mais aussi au SEO. Alors, finalement, on constate qu'il y a pas mal de points de convergence, même si forcément, il y a toujours un peu de bullshit, notamment dans la façon d'exprimer les choses. Par exemple, ce n'est pas en changeant la couleur d'un bouton sur votre site que cela va améliorer votre référencement. Mais dans l'idée, fournir une offre plus vaste, plus variée, avec une grosse richesse sémantique, forcément, ça apporte du plus pour le SEO. Car généralement, cela va de pair avec une diversification du nombre de pages, avec l'amélioration de leur qualité, et donc automatiquement avec une augmentation du nombre de portes d'entrée vers votre site. De même, travailler sur les intentions, cela va se traduire par la mise en place de contenus plus ciblés, plus pertinents, plus adaptés à vos cibles, et ces contenus, va falloir les rendre disponibles et facilement accessibles. Donc bien les ranger, bien travailler votre arborescence pour que la navigation soit fluide et que les pages de votre site soient accessibles. Pour résumer, il faut faire en sorte que votre site soit le plus lisible possible à la fois pour Google, mais également pour les internautes. Après, là où il y a encore un peu de bullshit, je trouve, c'est sur la partie un peu plus fonctionnelle. Les entonnoirs de conversion, le design purement graphique, le zoning, les chatbox par exemple. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas d'éléments qui peuvent influer sur le SEO, ou sur le référencement naturel, mais pour moi, les impacts sont indirects et sont liés exclusivement au flux d'audience. D'où la nécessité de bien les maîtriser et de bien connaître les flux d'audience de son site. Alors, qu'est-ce qu'on entend par flux d'audience? Alors déjà, quand on discute avec certains nouveaux clients ou des annonceurs qui souhaitent travailler avec nous, on constate que le travail d'analyse n'est pas toujours fait et que cette connaissance de leur flux d'audience n'est pas forcément avancée. Alors, pour schématiser, premièrement, on a ce qu'on appelle l'audience globale de votre site. Dans cette audience, il y a une partie qui va provenir des moteurs de recherche. L'audience organique, celle qui provient majoritairement de Google. Là, déjà, on constate qu'il y a une première segmentation qui a été faite. Ensuite, on a l'intégralité de ce flux qui arrive dans des outils statistiques tels que Analytics et vous avez la capacité de voir et d'analyser les flux internes de votre site. Par exemple, quelles sont les pages les plus visitées, quels sont les grands chemins de votre audience, quelles sont les pages, par exemple, qui convertissent le mieux, etc., etc., etc. Mais l'audience organique, on peut la disséquer un peu plus, l'analyser de façon plus avancée. On va pouvoir, via des simulations et des extrapolations, reconstruire et estimer votre audience hors marque. C'est-à-dire d'écarter toutes les requêtes de notoriété qui drainent naturellement de l'audience sur votre site pour déterminer l'audience incrémentale qui provient uniquement des mots-clés hors marque. Et cette audience, finalement, il faut aussi la subdiviser, quoi.
Tout simplement parce qu'à travers cette audience, il y a une audience qui peut forcément convertir un petit peu plus. C'est ce qu'on va appeler cette audience, ce que moi je vais appeler l'audience fondamentale. C'est ce que l'on cible notamment en SEO. Donc on a tout intérêt à travailler cette audience et d'optimiser le mieux possible son cible pour pouvoir, on va dire, atteindre cette audience, cette estimation d'audience qui est de couleur jaune ou de couleur dorée. Alors, pour en revenir à cette idée en fait, d'impact indirect, eh bien, quand on a un blocage UX, quand un blocage UX apparaît, celui-ci peut impacter, on va dire, l'intégralité de la chaîne d'audience. Si par exemple vous avez un blocage sur votre entonnoir de conversion, les déperditions de performance ou de conversion que vous allez avoir à cause de ce problème d'expérience utilisateur peut avoir un impact évidemment très fort sur cette audience incrémentale qui reste dure à atteindre et à conserver. Donc il est important de bien connaître ces flux d'audience, les proportions de chacun pour savoir sur quoi on va travailler, plutôt sur de la noto ou plutôt sur des requêtes de conquête, d'acquisition purement incrémentales. Alors, on peut évoquer aussi la performance, pas de souci avec cela, mais moi j'aimerais évoquer ce que l'on peut constater dans nos stratégies tous les jours. Chaque jour, mes collègues consultants et moi-même travaillons avec nos clients, nos prospects, et on utilise notre outil Data Garden pour analyser les contenus des sites, les pages de résultats, faire de la serpologie, essayer d'analyser ce que font les concurrents et, in fine, construire des stratégies SEO qui fonctionnent. Toutes ces données, on les collecte, on les agrège en masse et on les stocke dans un immense entrepôt de données, Data Warehouse par exemple, dans lequel on peut aller piocher des insights, par exemple, pour faire de l'analyse sectorielle. Ou pour un client ou un type d'activité, on va pouvoir isoler des mots-clés qui ciblent ce trafic hors marque générateur de business et aussi pour distinguer les typologies de contenu et d'informations qui fonctionnent le mieux dans les algos de Google. L'idée ici, c'est de vous présenter quelques éléments qui fonctionnent, car d'une part, ils apportent des résultats SEO, focus sur les perfs e-commerce, et qui sont aussi des éléments en partie liés à la question du X, du I. Alors, voyons cela pour quelques typologies de pages que j'ai rassemblées en 3 grands ensembles. Alors, le premier grand ensemble que je vais vous présenter, c'est la notion de page catalogue. Alors, pour ma part, dans les pages catalogues, j'inclus également la homepage, la page d'accueil. Vous allez certainement me demander pourquoi ce choix. Eh bien, selon moi, sur un site e-commerce, la page d'accueil, la homepage, doit avoir un traitement e-commerce. Elle doit proposer des éléments ou des fonctionnalités de type catalogue pour apporter de la conversion sur toute cette audience massive, notamment de marques, qui arrivent directement sur cette page. Donc voilà, je ne l'exclus pas, au contraire, je l'intègre dans les pages catalogues, parce que c'est pour moi une des principales pages catalogues aussi du site. Alors, ce qu'il faut savoir sur les pages listing de produits, de catégories, de sous-cat et donc de homepage également, il va être nécessaire de combiner 2 éléments. Des éléments qui sont purement catalogues et des éléments qui sont purement textuels. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Google a à la fois besoin d'éléments fonctionnels correspondant à l'intention, mais aussi de contenus éditoriaux permettant d'enrichir sémantiquement la page, car il ne va pas se baser uniquement sur ce que souhaite l'internaute pour estimer la qualité d'une page. Évidemment, sur une recherche qu'il va identifier comme de type e-commerce, Google va favoriser des pages listing de produits ou des homepages. Alors, comment on peut faire pour enrichir une page qui ne contient qu'un listing de produits, par exemple? Déjà, ce qu'il faut prendre en compte en ce qui concerne le e-commerce, c'est que les positions sur des mots-clés ayant de forts volumes de recherche sont souvent trustées par des pages d'accueil et des pages listing de produits, assez rarement par des pages de pur contenu. Ensuite, historiquement, dans le SEO, on a toujours eu cette habitude de dire « produisez du contenu et placez-le le plus haut possible dans la page, Google le prendra mieux en compte ». On se rappelle encore des 500 premiers caractères dans lesquels il était important de placer des mots-clés. Aujourd'hui, on constate que ce n'est plus forcément indispensable. Même si des éléments comme le footer sont un peu mal perçus par Google, on voit sur ces captures que des contenus placés en sidebar ou juste au-dessus ou juste en dessous des produits ou à côté des sliders peuvent avoir un impact assez fort. Parfois, la présence de contenu éditorial sous la ligne de flottaison permet un compromis acceptable. Alors, au sujet des sliders et des carousels géants, qu'on a beaucoup vu fleurir sur les sites e-commerce pendant de nombreuses années, on voit clairement un retour des annonceurs sur cette fonctionnalité, parce que petit à petit, ils s'aperçoivent que cela n'a pas forcément un gros impact sur leur performance ou sur leur vente. Alors qu'on pourrait finalement utiliser un peu plus d'espace pour proposer différents types de contenus, différents types d'informations. Au final, on constate qu'il y a vraiment des compromis importants à faire entre certaines notions UX et le SEO. La navigation à facettes, en termes d'UX, c'est une bonne pratique. D'autant plus que sur les pages de listing de produits, sur un site e-commerce, il faut garder à l'esprit que les internautes s'attendent à pouvoir trier, filtrer, interagir avec la page, à pouvoir améliorer, on va dire, la proposition de produit qu'on lui fait, sans que cela recharge systématiquement la page, ou sans qu'il aille sur une autre page.
Donc ça, c'est des fonctionnalités qui nous permettent de rajouter des éléments d'exhaustivité, de richesse, des éléments de quantité de produits, par exemple, qui vont venir améliorer finalement la qualité de l'offre. Alors, on peut avoir soit des navigations à facettes avec des filtres, comme sur la gauche, sur la droite de la slide, soit des navigations complémentaires avec des sous-menus, comme vous pouvez le voir au-dessus, et qui sont issus pour le coup de vraies stratégies SEO. En effet, on peut penser que les requêtes qui sont les plus fréquemment formulées en navigation interne ou dans un moteur de recherche interne, par exemple, peuvent être réutilisées pour cibler des pages précises ou vont même donner lieu, on va dire, à la création de nouvelles pages, des pages spécifiques qui seront mises en avant dans ces sous-menus. Alors, quand on veut optimiser une navigation à facettes en SEO, moi je dis toujours, voilà, attention, c'est la boîte de Pandore. On peut ouvrir quelque chose et créer des multitudes, des milliers, des millions de pages qui va être facilement, qui ont envie de devenir incontrôlables. Mais voilà quelques éléments qu'il faut prendre en compte. Alors, premièrement, ce qui est important, c'est d'identifier les combinaisons les plus fortes pour potentiellement les faire remonter ou les réexploiter en tant que catégorie ou sous-catégorie. À l'inverse, il faut aussi parfois bloquer les résultats les plus faibles. Par exemple, on voit bien sur la droite, au niveau des dimensions, on a un seul produit, parfois même on peut en avoir zéro, donc on va générer des pages avec zéro produit affiché. Ce type de page, faut les limiter quand elles sont faibles, quitte à les supprimer ou enlever, on va dire, cet attribut de filtre. Donc l'objectif, bien sûr, c'est aussi de mesurer, traquer, et afin d'identifier, on va dire, les éléments non utilisés qui peuvent être bloqués au crawl ou supprimés. Et bien sûr, distinguer les combinaisons les plus recherchées qui doivent être mises en valeur et traitées éditorialement. Il faut pouvoir garder une certaine flexibilité, on va dire, sur ce type de fonctionnalité. Donc voilà, donc ça se travaille aussi, on va dire, en amont, lors de la pensée de la création du site. Une chose qui permet aussi d'enrichir de façon SXO les pages listings de produits, c'est le fait de rajouter des éléments de pricing, de packaging, comme par exemple cette offre économique, cette combinaison de produits proposée au meilleur prix. Amazon le fait très bien. Par exemple, demain, vous voulez acheter une perceuse, il va vous proposer des mèches et éventuellement une batterie supplémentaire au sein d'une offre groupée. La livraison gratuite également, tout ça, c'est des éléments qui sont purement expérience utilisateur, mais qui apportent néanmoins un peu de sémantique au sein de la page. Il y a pas mal de choses qu'on peut utiliser. Les notions de drive, de retrait, de livraison rapide, des éléments de réassurance qui vont favoriser la conversion. On peut également avoir des éléments qui vont influencer, on va dire, le comportement du client et inciter à l'acte d'achat. Là, on va flirter avec la psychologie. Certains éléments apportent un plus sémantique également pour le SEO. Par exemple, le concept de produits fabriqués en France ou d'annulation gratuite, par exemple, on voit que certains sites vont tenter de se positionner directement dessus dans Google en exploitant ce type de termes dans leur page ou leur contenu. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que ça, c'est un moyen d'enrichir vos pages listing de produits avec des éléments qui viennent de l'expérience utilisateur. Donc, ces éléments doivent être pris en compte dans vos stratégies SEO pour essayer de proposer dès le départ des pages de listing de produits qui mettent en avant ce wording. L'objectif étant d'être visible et de répondre à des intentions de recherche évidentes. Alors, ensuite, moi, je vais vous faire un petit focus sur les pages listing d'annonces, qui ne sont pas forcément des pages e-commerce, mais qui restent assez intéressantes quand on travaille en SEO. Tout simplement parce que ça permet de voir d'autres manières de faire, et notamment le fait d'agréger des contenus depuis différentes sources. Gardez à l'esprit que l'agrégation permet d'avoir de forts volumes de produits et de fonctionner un peu comme une marketplace. Par exemple, Mano, Darty, la Fnac le font très bien. Ils vont récupérer des flux de produits depuis l'extérieur, les retraiter, les retravailler en réécrivant certaines choses et du coup, ils vont arriver à développer leur offre produit, à compléter et à enrichir leur catalogue. D'ailleurs, cette quantité de produits disponibles, l'exhaustivité de l'offre, en quelque sorte, elle va être prise en compte par Google comme un signal, comme une connaissance pour définir quel site est la référence sur une thématique ou sur un secteur d'activité. Donc, par exemple, si dans votre site, vous n'avez que 5 produits sur une page, vous êtes en théorie moins pertinent qu'un site qui va en proposer 500 ou 5000. Donc, l'agrégation en SEO peut répondre à la nécessité de dominer un secteur pour être le plus visible possible. D'ailleurs, on peut retravailler, on va dire, les données agrégées pour les différencier, les améliorer, les optimiser. Ici, dans l'exemple, dans les appartements à Toulouse, ces annonces, on peut les compléter dans les titres et dans les balises HTML avec des informations qui vont être recherchées par les internautes, comme par exemple, appartement avec parking à Toulouse, appartement avec terrasse à Toulouse ou appartement 3 chambres à Toulouse. On peut dynamiquement remonter des éléments dans les balises title, metadesk et H1 et ainsi manipuler l'affichage de la SERP dans Google et mettre en valeur dès cette page de résultats des infos de prix, des éléments liés aux attributs de produits comme la taille, le coloris, le format, mais aussi, comme dans cet exemple, le nombre d'annonces ou de produits disponibles sur notre page. Tout ça, ce sont des éléments dynamiques qui, en fonction de vos flux, permettent aussi de rafraîchir le contenu régulièrement.
Et donc, dans les pages listing, on peut aussi présenter dès le début les nouveautés plutôt que les dissimuler en bas de page ou au fin fond des pages paginées. Donc, à chaque fois que Google va venir sur votre site, il va découvrir de nouvelles informations, de nouveaux produits, des nouvelles pages, et donc cela va l'inciter à venir plus fréquemment sur votre site. Et donc, cela permet aussi d'orienter Google sur un crawl plus régulier de ces pages listing qui sont fréquemment mises à jour ou qui sont parfois nouvelles. Bien sûr, tous ces cheminements, on va les appuyer avec de la data, notamment avec de l'analyse de log qui peut être réalisée sur des gros volumes de pages. On constate donc qu'il y a quand même pas mal de choses à prévoir de manière dynamique, notamment dans les workflows de votre site. Finalement, une fois que l'on a parlé de ces pages catalogue, il faut aussi prendre en compte que parfois, ces pages ne se suffisent pas à elles-mêmes. Alors, on parle beaucoup de pages conseils, on a des annonceurs qui se questionnent parfois sur l'utilité d'un blog, qui se demandent si c'est encore nécessaire, voire obligatoire. Bref, le terme de blog, finalement, c'est un peu moins à la mode ces derniers temps, mais ce qui compte, finalement, c'est d'avoir des pages. Et vous pouvez les nommer comme bon vous semble, page conseil, guide d'achat, guide blog. Pour moi, c'est la même chose. On voit aujourd'hui dans les sites qui cartonnent en SEO et sur lesquels on peut être amené à travailler chez Cybercité que les pages support de catalogue, les dossiers, les guides d'achat, les textes comparatifs par exemple, les partenariats éventuels avec des plateformes do-it-yourself en interne ou en externe, la mise en valeur de services aussi, le retrait en magasin, le drive ou la livraison à domicile, également toutes les notions de réassurance et ces contenus qui vont être générés par les utilisateurs comme les avis ou les conseils. Bref, tous ces éléments apportent une vraie richesse sémantique à vos pages de catalogue. Souvent, les e-commerçants se sentent un peu bridés éditorialement. Ce n'est pas toujours évident pour eux de sortir de la simple présentation du catalogue produit. Bon, déjà, il faut se mettre dans l'idée, et surtout dans la tête, que l'on va peut-être produire du contenu qui ne va pas forcément transformer directement, qui ne va pas générer de vente directe. Alors, peut-être qu'il va en générer indirectement, on va le voir par la suite, mais potentiellement, vous allez avoir des pages qui vont générer de l'audience, mais vous allez avoir l'impression qu'elles ne servent pas à grand-chose, car elles ne transforment pas directement ou classiquement. Comment je pourrais amener ça déjà, il y a certaines informations, on va dire, certains éléments vont apporter un plus éditorial qui peut éventuellement améliorer sensiblement l'expérience de l'internaute, voire même de votre SEO. Mais forcément, dans toute l'audience que vous allez ramener sur votre site, tout ne servira pas. Mais il y a forcément une part de ce trafic qui va améliorer la diffusion d'informations à un moment donné au sein de la customer journée, donc du process d'achat. Il y a des fois, quoi que vous fassiez, quoi que vous vendiez, qu'importe les produits, les prix, la qualité et les services proposés, certains visiteurs n'achèteront pas. Quoi qu'il arrive, car finalement, ils ne sont pas mûrs pour ça. Mais ce n'est pas une raison pour les abandonner. Ils sont sur votre site, il faut les servir également. Par exemple, moi, il y a quelques mois, je veux dire même presque un an, on souhaitait, on va dire, accueillir, on va dire, un petit chat dans notre foyer, donc ce qui faisait plaisir aussi à ma femme, à mes enfants. Donc on n'avait pas forcément de date, ça pouvait être dans 15 jours, dans un mois, dans 2 mois, et c'était selon les opportunités. En attendant, mes enfants qui ont l'habitude d'aller sur Internet ont regardé, ont cherché des infos et sont arrivés sur un site e-commerce qui a permis en fait de télécharger un petit livret sous forme de conseils et de guide d'achat. Cela nous a permis, dans un premier temps, on l'a imprimé, on l'a téléchargé, on l'a imprimé, ça nous a permis déjà d'échanger avec nos enfants sur certains aspects, sur l'accueil d'un petit chaton, mais cela nous a permis aussi d'anticiper les futurs achats, les éventuels soins et frais. Du coup, ce guide était bien fait, on ressentait une réelle expérience de la part des vétérinaires qui l'ont élaboré et qui ont participé à son élaboration. Du coup, les produits qui étaient présentés dedans nous semblaient effectivement de bonne qualité. Et cela, en fait, ce petit guide qui a traîné chez nous pendant quelques semaines, ça a développé un petit capital sympathie envers ce site. Et en plus, il y avait des offres promotionnelles, des réductions qui étaient liées à ce guide avec une promesse de livraison gratuite. Donc, quand on a eu le petit chat, la première chose qu'on a fait, on a été sur le site, on a mis en place le code, on a commandé un maximum de produits, des accessoires et des croquettes dessus. Donc, finalement, ce petit guide a eu un impact, on va dire, sur notre acte d'achat. D'autant plus que les fonctionnalités, on va dire, de récurrence d'achat, par exemple, on peut commander, on va dire, se faire livrer des croquettes ou de la litière toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les mois. Voilà ces petites fonctionnalités de récurrence d'achat, la qualité des produits, la livraison rapide, font que je suis resté fidèle à ce site. Donc voilà, donc ce petit guide finalement, comme je disais, a eu un impact sur l'achat et a posteriori. C'est-à-dire que je n'ai pas acheté directement sur le site, mais voilà, c'est resté, on va dire, ce petit outil est resté chez moi, ce petit guide est resté chez moi. Et donc ça a été super intéressant d'analyser un peu ce comportement qu'on a pu avoir dans notre famille et potentiellement pour vous de développer ce type de technique.
Voilà, donc on va amener du trafic sur le site, et si on ne le qualifie pas tout de suite par une vente, potentiellement on peut le qualifier a posteriori sur des services qu'on peut offrir comme un guide d'achat ou des conseils ou des futurs bons de réduction pour des achats prochains. Voilà. Alors, le guide d'achat, ce n'est pas que du comparateur de produits. Hein. Cela doit rester en fait un moyen pour les sites de développer leur argumentaire commercial, de mettre en avant leurs produits et leurs services tout en prenant en compte les arguments parfois de leurs concurrents. Dans les sites qui fonctionnent bien, on retrouve aussi beaucoup de guides, de conseils évidemment, mais aussi des sites qui sont capables de présenter des produits ou des services qu'ils ne vendent pas eux-mêmes. Et là, ils font vraiment le jeu de Google en proposant un traitement exhaustif d'une thématique sans pour autant se focaliser uniquement sur leurs produits. Dans l'exemple que je vous ai donné dans le livret, on était sur un site e-commerce, voilà, ils présentaient, on va dire, certains aspects vétérinaires avec des produits qu'eux-mêmes ne vendent pas, parce qu'ils sont disponibles uniquement sur ordonnance. Voilà, c'est ça aussi, hein, c'est d'aller chercher, de présenter des produits, présenter peut-être des services ou des informations qui viennent en complément, vous, de votre gamme de produits ou de services que vous avez et que vous pouvez vendre. En somme, on va dire, tous ces sites vont essayer de traiter l'intégralité d'un sujet pour essayer d'améliorer la qualité globale de l'information. Et ça, Google le perçoit plutôt positivement. Alors, pour essayer de schématiser un petit peu ça, pour essayer de vous expliquer un peu l'idée, donc, on a ce qu'on appelle des clusters de contenu que l'on peut développer, où on peut enrichir sémantiquement un site. Cela peut se représenter de cette manière. On a premièrement une page que l'on va vouloir positionner sur un certain mot-clé stratégique, alors un ou plusieurs. Hein. Celle-ci, elle ne va pas pouvoir se positionner si on n'améliore pas les pages qui gravitent autour, en fait, et qui peuvent aussi lui apporter des liens retours, des liens internes dans le maillage. Du coup, apporter de la valeur à l'intégralité, on va dire, apporter de la valeur à l'intégralité de cette thématique, c'est vraiment cette thématique elle-même qu'on va vouloir booster, on va dire, un maximum. C'est-à-dire qu'en travaillant une page, en travaillant les pages qui vont suivre derrière, on va créer, on va dire, un cluster, et c'est ce cluster-là qui va booster, on va dire, l'ensemble de vos pages, et notamment votre page stratégique, celle qui peut derrière transformer. Alors, il y a aussi une partie outils pratiques. Tous ces services qu'on peut mettre, par exemple, à disposition des internautes sur, par exemple, un choix sur mesure, sur de la configuration, sur de la récurrence d'achat, par exemple. Ce sont des éléments qui peuvent apporter un plus, notamment par le biais de la communication. Alors, généralement, ce n'est pas des outils qui sont SEO-friendly ou crawlables. Il est nécessaire parfois de décrire leurs fonctionnalités en détail, de créer des pages de présentation. Mais vous devez même mettre en valeur certains services que vous proposez, communiquer dessus et donc apporter du reach tout en allant finalement récupérer des liens externes d'autres sites qui vont parler de vous positivement. Par extension, et selon les sujets, on peut rattacher à ce type de contenu, à ce type d'outils, tout ce qui est utile et pratique pour l'internaute. Les infographies, les livres blancs, ainsi que les contenus vidéo par exemple. En plus, c'est des éléments qui sont assez efficaces sur les réseaux sociaux et dans les stratégies de social media. Alors voilà, donc là on a parlé un petit peu des pages catalogues, on a parlé ensuite des pages guides, des pages conseils, et en fait il y a un troisième type de page qui revient de manière assez récurrente, on va dire, sur les sites e-commerce. En fait c'est des pages qui sont liées notamment au local. Alors sur le local, sur les pages locales notamment, pour les réseaux de magasins, qui soient peu ou fortement développés, on observe deux tendances, deux manières de faire. La plus commune, celle que l'on retrouve sur les gros sites notamment, c'est les stores locateurs standardisés, qui fonctionnent plutôt bien quand on a une marque forte et qui permettent de générer, on va dire, facilement des pages en masse avec des éléments prédéterminés, des optimisations dynamiques qui permettent d'avoir au moins une page par ville ou une page par zone ou une page par magasin. Cela permet également parfois, via certaines solutions comme Partout, Beral ou Yext, d'être présent et de maintenir un jour des informations sur d'autres services qui sont parfois liés à la recherche, mais qui ne sont pas toujours réellement du SEO. Je pense notamment au GPS, par exemple, ou à des solutions comme Waze. Voilà. Ces plateformes permettent de faire de l'update d'informations liées au magasin et de gérer l'empreinte locale de votre réseau. Donc ça, c'est la première service. Donc c'est un peu, on va dire, le store locateur clé en main qui fonctionne plutôt bien. Alors par contre, si vous êtes un petit site, effectivement, ce n'est pas forcément tout le temps adapté à vous. Si vous avez une ou deux boutiques, parce que déjà, ça coûte potentiellement cher et que voilà, les fonctionnalités qu'on va vous donner, finalement, vont être pas adaptées, on va dire, à vos besoins. Ensuite, la deuxième tendance, c'est un peu ces pages qui sont un peu plus artisanales, qui marchent souvent aussi bien, voire même mieux que les grosses usines à gaz que peuvent être parfois les stores locateurs et qui finalement, comme je l'ai dit avant, ne sont pas toujours adaptés à tous les commerçants, notamment les plus petits. Alors, ces pages fonctionnent plutôt bien car ça permet d'avoir un traitement un petit peu plus spécifique, plus précis, plus artisanal, comme je disais, sur la stratégie locale. Et ça permet aussi, par exemple,
via du coaching personnel sur la rédaction, envers les directeurs de magasins ou envers, par exemple, les franchisés, de produire des textes personnalisés selon les spécificités de chaque magasin, en prenant en compte, par exemple, des éléments techniques ou des éléments qui peuvent lier à la micro-localité ou à des zones de chalandise ou à des caractéristiques de stock de produits que les autres magasins n'ont pas forcément. Voilà, ce traitement un petit peu artisanal doit aussi permettre d'éviter la duplication de contenu entre les pages, car parfois, sur certaines architectures de store locateur qu'on peut voir, entre une page qui se situe à Marseille, une autre qui se situe à Lille, l'autre à Paris et peut-être l'autre à Lyon, finalement, on se rend compte qu'on peut avoir des similarités qui sont renforcées en fait, par des optimisations qui sont générées dynamiquement avec peu d'informations en fait, différenciantes. Alors moi, j'ai plutôt tendance, on va dire, à accentuer sur la flexibilité éditoriale, sur la personnalisation de contenu pour essayer d'avoir un maximum de résultats. C'est ce qui importe finalement au final. OK. Alors, en voilà en synthèse un exemple de grille non exhaustive d'analyse SXO d'un site. Alors, je ne vais pas tout lire, ni forcément tout détailler, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les notions du SEO on-page, sur des aspects techniques et de templating, il y a plein de choses qui peuvent être optimisées et qui doivent être contrôlées pour ne pas produire de facteurs bloquants ou de problématiques techniques, mais aussi pour que les optimisations puissent apporter également un plus en termes de sémantique. De l'autre côté, il y a celui des intentions utilisateurs. Il y a un ensemble de choses qu'il faut prendre en compte. Le contenu généré par exemple par les internautes, les avis, la customer journée, les CTA croisés entre le contenu et le funnel de conversion. Tout ça, c'est des éléments qu'on peut utiliser dans une stratégie SEO et qui va servir à l'expérience utilisateur, qui lui-même va redonner finalement des inputs au SEO et qui va pouvoir être analysé et utilisé. Donc voilà, il y a une sorte un peu de vase communicant entre les deux, une sorte d'équilibre. Et voilà, il y a un flux d'informations qui va passer entre les deux qui peuvent être utiles à exploiter pour telle ou telle activité. Donc voilà, maintenant vous avez une grille de lecture pour mieux analyser votre site. En fait, entre le SEO et le templating d'un côté, tout ce qui est visuel et qui peut avoir un impact direct sur la perf SEO, et en parallèle, une liste de considérations à prendre en compte pour la satisfaction du visiteur. Alors, pour conclure, je dirais qu'on peut penser qu'il y a un petit côté élitiste à parler d'expertise UX, de SXO, etc. C'est vrai que pour devenir réellement un expert dans le domaine de l'expérience utilisateur, ça implique d'acquérir un savoir théorique important. La sémiologie appliquée à l'écran, les théories de marketing psychologique, la pyramide de Maslow. Et donc, tout ça, c'est des savoirs que je n'ai pas la prétention d'avoir ou de maîtriser. Donc, mais forcément, sans aller jusque-là, il y a beaucoup de sujets SEO qui sont liés de près ou de loin à la notion de satisfaction de l'utilisateur. En prenant en ligne de compte, par exemple, lorsqu'on échange sur des interfaces web, sur des templates, sur des fonctionnalités, y compris sur des aspects pratico-pratiques et purement sémantiques que vous pouvez traiter par vous-même. Il n'y a pas besoin forcément d'être un expert UX pour détecter certains de ces points que nous avons listés précédemment. Donc au final, bullshit ou pas, à vous de faire votre propre avis. Mais pour ma part, moi j'estime que l'utilisateur, ses intentions de recherche, son expérience, doivent être prises en compte dans la définition et l'application de votre stratégie SEO. Voilà, je vois qu'il y a beaucoup d'échanges, de discussions. Alors regardons un petit peu tout ça. Je ne sais pas si j'ai du temps. Ouais, on va devoir enchaîner sur la prochaine conf. On a déjà un peu débordé. Alors désolé aux participants qui ont posé leurs questions. Je vois que nos deux modératrices ont pris le soin de vous répondre au fil de l'eau. Et sinon, vous recevrez par message suite à la conférence. Ok, Désolé, ça. J'espère que ça vous a plu. J'étais un petit peu vite, j'ai dû accélérer parce qu'on me l'a demandé. En tous les cas, n'hésitez pas, Cybercité, téléchargez les livres blancs, retrouvez-nous sur les salons et dans nos événements. Et je souhaite bonne chance à mes deux collègues qui continuent derrière moi. Merci beaucoup. On enchaîne. Merci Jean-François, on enchaîne sur le SEO et le SEA. À tout de suite.